Une ville paisible nichée au pied des montagnes. Enfin, elle l'était jusqu'à ce que quelqu'un se mette à hurler. Sur la place du village, Siegmel brutalise un vieil homme pendant que tous les autres se contentent de regarder sans rien faire. Il exige de savoir s'il y a une elfe en ville, affirmant que son capitaine veut tailler une petite bavette avec elle. Le vieil homme essaie de dire qu'il ne sait rien, mais la racaille le jette sur le trottoir comme un vulgaire déchet. Les villageois sont terrifiés. Apparemment, ce type fait partie d'un gang d'orphelins qui fout un bordel monstre ces derniers temps. Un des habitants fait remarquer que vu que le monde part en couille, c'est pas étonnant que des ordures pareilles apparaissent de partout. Il y a même des rumeurs selon lesquelles l'armée du roi démon serait en train d'anéantir les territoires nobles des environs. Retour à l'embrouille, Siegmel commence à être vénère de voir la foule le dévisager comme s'il était une bête de foire. Mais personne ne veut s'en mêler. Ils espèrent juste tous que les gardes vont se pointer avant que ça ne dégénère. Siegmel en a marre d'attendre. Puisque le vieux refuse de cracher le morceau, il se dit qu'une bonne patate dans la gueule devrait lui délier la langue. Le vieil homme se prépare à encaisser, pensant que c'est la fin. Mais sorti de nulle part, une main s'élance et bloque le coup de poing en plein vol. Eldmia Ega entre en scène, avec l'air de vouloir être absolument n'importe où sauf ici. Le gamin aux cheveux bleus dit au vieux qu'il gère la situation et reporte son attention sur la racaille. Siegmel pète un plomb. Il n'arrive pas à croire qu'un morveux random ait pu bloquer sa frappe. Eldmia mentionne qu'il les a entendus chercher une elfe et leur demande pour qui ils se prennent. Bordel. Au lieu d'être effrayé, Siegmel affiche un regard de psychopathe. Il se dit que si le mioche prend la défense du vieux, il doit forcément savoir où l'elfe est planquée. Eldmia ne cligne même pas des yeux. Il dit au loupard de le conduire à son chef s'il veut rester en un seul morceau. C'est la goutte d'eau pour Siegmel. Il hurle au gamin de ne pas le prendre de haut et frappe avec tout ce qu'il a. La seconde suivante, le voyou est étalé sur le dos, le regard fixé sur les nuages. Il est sonné, se demandant ce qui vient de se passer putain. Tout ce qu'il a vu, c'est un flash de lumière. Eldmia secoue sa main, admettant que le mec a quand même des tripes pour une racaille de bas étage. Il le surplombe avec un regard glacial, lui demandant combien de coups il peut encore encaisser. Coupure sur une grange délabrée à la périphérie de la ville. À l'intérieur, quelqu'un perd patience à propos de l'elfe disparu. Le chef des voyous fulmine parce que ces hommes mettent un temps fou pour trouver une seule meuf. Il regrette de ne pas avoir fait le boulot lui-même au lieu de compter sur ces incapables de sous-fifre. Soudain, les portes s'ouvrent à grands coups de pied. Eldmia entre, traînant Siegmel à moitié inconscient par le col. Le chef est scotché par cette entrée fracassante. Il regarde le reste de son gang, qui se demande tous qui est ce gamin aux cheveux bleus. Eldmia lâche la racaille et demande sarcastiquement s'il s'est trompé d'endroit, vu que l'accueil est si glacial. Siegmel balbutie que c'est définitivement le bon endroit. Eldmia l'attrape par les cheveux, lui rappelant qu'un bon navigateur est censé te mener à destination. Le voyou terrifié pointe directement le chef du doigt, suppliant Eldmia de le croire. Un des autres mecs sort un couteau, se foutant de la gueule de Siegmel pour s'être fait démonter par un mioche. Eldmia ignore le menu fretin et garde les yeux rivés sur le mec assis sur la chaise. Le chef des voyous se penche en avant avec un sourire en coin, demandant s'il est le morveux qui vit avec l'elfe. Eldmia coupe court au bavardage et exige de savoir pourquoi il cherche sa sœur. Le chef lui lance un sourire dégoûtant, expliquant qu'il compte s'amuser un peu avec elle avant de la revendre à bon prix. L'expression d'Eldmia devient glaciale. Il réalise qu'essayer de raisonner ses ordures est une pure perte de temps. Il commence à fermer la porte de la grange, s'enfermant avec ses déchets. À l'intérieur de la grange, les racailles se marrent comme des baleines. Il pense avoir coincé le gamin. Mais Eldmia n'est pas coincé avec eux. C'est eux qui sont coincés avec lui. Il fait glisser la porte calmement. La main posée sur sa lame, Eldmia annonce au groupe qu'il a deux choses très importantes à dire. L'un des voyous le pointe du doigt en se moquant. Il est persuadé que le mioche joue juste au héros avec une épée en plastique. Le loupard lui dit qu'une telle arme est gâchée sur un morveux et exige qu'il livre l'elfe sans faire d'histoire. Soudain, la voix du mec se bloque dans sa gorge. Il a l'air d'avoir vu un fantôme. De l'autre main, Eldmia tord l'épée tout en verrouillant la porte. Il se présente, 2-1. Mon nom est Eldmia Ega. Le reste du gang commence à suer à grosses gouttes. Il réalise que ce gamin vient de plier du métal épais comme si c'était du papier. Le chef des voyous serre les dents. Il sent que la situation lui échappe totalement. Il hurle à ses hommes d'arrêter de flipper, affirmant que l'épée doit être fausse et leur ordonnant d'attaquer. Les racailles chargent de tous les côtés, brandissant couteaux et haches. Eldmia ne bouge même pas. Il les regarde venir avec un air blasé. Il se dit intérieurement qu'il s'attendait à un vrai défi, mais ce n'est qu'un triste ramassis de petites frappes. Il regarde les plus jeunes du groupe, déçu que leur niveau soit encore plus bas que ce qu'il pensait. Une énergie bleue commence à pulser autour de ses pieds alors qu'il se prépare à en finir. Dans un flash de lumière bleue, il disparaît de sa position et plonge direct dans la mêlée. Le chef a à peine le temps de capter ce qui se passe. L'objectif d'Eldmia est simple. Couper la tête du serpent en premier. Il décoche une droite dévastatrice en plein dans le bide du chef, l'impact créant une onde de choc massive. Le mec est projeté à l'autre bout de la pièce, les yeux révulsés. La force pure du coup soulève un énorme nuage de poussière et de débris. Les voyous restants sont figés sur place, fixant la destruction avec une incrédulité totale. Une des filles du gang regarde avec horreur leur capitaine se faire balayer en un battement de cils. Eldmia se tient au-dessus du chef inconscient, le poing encore fumant. 2-2.
Retenez bien ça. Il croise les bras, n'ayant absolument pas l'air essoufflé par le combat. Avec un sourire de prédateur, il leur dit de ne plus jamais le foutre en rogne. Ils semblent avoir reçu le message 5 sur 5. Coupure sur un paisible chalet dans les montagnes au coucher du soleil. Une voix soupire. Bon sang. À l'intérieur, une magnifique elfe nommée Asilia Andrigna l'attend. Elle est déjà en train de passer un savon à Eldmia pour s'être encore battue. Elle se tient dans la cuisine, demandant si ces voyous ne valaient même pas qu'il s'y attarde. Elle le regarde dans les yeux, l'appelant Eldi, avec une expression inquiète mais ferme. Eldmia en rit simplement, pendant qu'elle continue de lui faire la morale sur le fait de rester en dehors des embrouilles. Il soupire, expliquant que ces mecs crachaient sur elle. En tant que frère, il n'allait pas rester les bras croisés. Asilia ne peut s'empêcher de soupirer aussi. Il n'a que 11 ans, mais il parle comme s'il avait tout vu dans la vie. Elle commence à servir le dîner, bien qu'elle aimerait toujours qu'il essaie autre chose que la violence de temps en temps. Elle demande ce qui lui a pris tant de temps, puisqu'elle s'attendait à ce qu'il règle ça en un éclair. Flashback dans la grange. Eldmia est assis sur une caisse, regardant de haut les racailles qui se prosternent maintenant devant lui. Il réalise que ce ne sont pas du tout des orphelins de guerre, juste une bande de fugueurs qui foutent la merde. Ils implorent sa pitié, promettant de rentrer chez eux. Il s'adosse à l'encadrement de la porte et leur dit de dégager. Ils ne se le font pas dire 2 fois. Puis il se tourne vers un autre groupe de gamins qui traînent encore dans la grange. Ils ont l'air absolument misérables. Ils lui disent qu'ils n'ont pas de maison où retourner. Eldmia s'arrête et regarde de plus près. Il réalise que ceux-là sont des vrais. Il se gratte l'arrière de la tête en lâchant un soupir frustré. Ça, c'est un problème qu'il ne peut pas régler à coups de poing. Asilia écoute patiemment alors qu'Eldmia explique qu'il a été retardé en cherchant un endroit sûr pour loger les orphelins. Eldmia fixe sa soupe, avouant que voir des enfants sans foyer ni famille l'a touché de trop près. Il lui dit que puisqu'on lui a donné une chance de refaire sa vie, il voulait rendre l'appareil à ses gamins. Il se frotte la nuque avec un sourire gêné, trouvant un peu embarrassant d'avouer ses sentiments à voix haute. Asilia est submergée de fierté et plaque son petit frère dans un immense câlin affectueux. Plus tard, ils sont tous les deux allongés sur le sol de leur maison, réfléchissant aux 3 années qui se sont écoulées depuis leur rencontre. Asilia regarde le plafond avec un sourire apaisé, faisant remarquer que leur vie actuelle ressemble presque à un rêve. Eldmia regarde vers le haut avec une expression plus sérieuse, se demandant ce qu'il serait devenu s'ils ne s'étaient pas rencontrés ce jour-là. Il ferme lentement les yeux, laissant son esprit dériver vers les souvenirs de leur toute première rencontre. Le souvenir commence avec un village consumé par les flammes sous un coucher de soleil rouge sang. Un Eldmia beaucoup plus jeune, le visage strié de larmes et de sueur, serre une épée bien trop lourde pour lui. À proximité, Asilia est enchaînée et ligotée, le visage marqué par un désespoir total. La lourde lame de fer s'écrase dans la terre alors que la force du jeune garçon l'abandonne enfin. Il s'effondre à genoux, un gémissement de douleur s'échappant de ses lèvres face à la destruction de son foyer. Asilia ne peut que regarder en silence, ses propres mains entravées par le fer froid. Il y a 3 ans. Ce jour-là, j'ai tout perdu. Le poids de la tragédie pèse sur le souvenir. Les pieds nus d'Asilia trébuchent sur les décombres du village en flammes alors qu'elle tente de trouver une échappatoire. Elle halète, ses yeux cherchant paniquer tout autour d'elle alors qu'elle entend les cris de ses poursuivants. Un groupe de mercenaires lourdement armés grouille dans la zone, leur visage déformé par l'avidité et la cruauté. Un des mecs ouvre une porte d'un coup de pied, sa lame courbée prête à frapper alors qu'il cherche l'elfe enfui. Le chef des voyous, un type musclé avec une épaisse barbe rousse et des cheveux hirsutes, hurle des ordres à ses hommes. Dans l'ombre, le jeune Eldmia se tient paralysé par le chagrin, la tête basse. Il tient un médaillon en argent ouvert, fixant le portrait d'une femme qui lui était clairement précieuse. Dans un élan de rage désespérée, il arrache le collier de son cou, la chaîne se brisant sous sa poigne. Le chef le domine de toute sa hauteur, disant cruellement au garçon que s'il doit mourir de toute façon, il devrait au moins se rendre utile. Le chef est furieux, hurlant que l'elfe n'a pas pu aller loin avec le collier de restriction l'empêchant d'utiliser la magie. Asilia se recroqueville contre un mur de pierre, son cœur cognant dans sa poitrine alors que le collier commence à briller d'une faible lumière bleue. Elle sait qu'elle doit trouver un endroit où se cacher avant qu'il ne la repère à découvert. Elle s'engouffre par la porte d'une maison voisine, ses mains enchaînées levées dans un effort désespéré pour avancer plus vite. Adossée au mur, elle tente de reprendre son souffle, espérant contre tout espoir s'être acheté quelques instants de sécurité. Ses yeux s'écarquillent de choc lorsqu'elle entend un petit halètement provenant de l'intérieur de la pièce sombre. Elle se retrouve à dévisager le jeune Eldmia, qui se tient au milieu de la pièce, l'air totalement terrifié. Le visage du garçon est pâle de peur en regardant la femme enchaînée qui vient d'envahir sa cachette. Dehors, le chef des voyous brandit un orbe bleu lumineux, le visage tordu par un rictus de frustration. Il active le dispositif magique, et le souffle d'Asilia se coupe alors que le collier de restriction se met à vrombir. Elle pousse un hurlement atroce alors qu'une puissante décharge magique traverse son corps, la mettant à genoux. Un des loupards pointe triomphalement vers la maison, criant qu'il a trouvé leur cible. Asilia s'effondre sur le sol, cherchant son souffle alors que ses forces la quittent. Le chef dirige ses hommes vers la maison, leur ordonnant de ramasser la marchandise et tout ce qui a de la valeur. En les entendant approcher, la seule pensée d'Asilia est pour la sécurité du petit enfant qu'elle a trouvé. Elle avait rapidement poussé le jeune Eldmia dans un placard en bois,
le cachant quelques secondes avant que les ordures ne fassent irruption. Les voyous s'arrêtent à l'entrée de la maison, leur attention attirée par un faible bruit venant de l'intérieur. Les mecs entrent dans la maison, surpris de trouver un jeune garçon caché dans la même pièce que l'elfe qu'ils traquaient. Le petit Eldmia les regarde, tremblant de peur avec des sueurs froides coulant sur son visage. Asilia, toujours aux mains de ses ravisseurs, est horrifiée de voir que le garçon a été découvert. Le chef décide qu'un survivant du raid sur le village est une prise de valeur et ordonne à ses hommes d'embarquer le gamin aussi. Le chef dégaine son épée et se penche sur Eldmia, disant d'un ton moqueur à l'enfant que sa chance a fini par tourner. Les larmes coulant sur son visage, le garçon insiste sur le fait qu'il ne peut pas partir parce que ses parents sont encore dans le village. Les voyous éclatent d'un rire cruel, se moquant du gosse pour son espoir naïf au beau milieu d'un massacre. L'expression du voyou aux cheveux longs devient sinistre alors qu'il décide d'écraser ce qui reste de l'esprit du garçon. Il pointe du doigt la dévastation à l'extérieur, expliquant que l'armée du roi démon a déjà anéanti tout le village. Eldmia est paralysée par le choc alors que l'horrible réalité de sa situation commence à faire son chemin. Le mec aux cheveux longs l'informe froidement que ses parents ne sont plus là et que dorénavant, ses ordures sont ses maîtres. Juste au moment où le chevelu s'avance pour saisir le garçon, un éclair soudain de lumière bleue jaillit du sol. La lumière enveloppe Eldmia, qui fixe le phénomène soudain avec de grands yeux confus. En un instant, le sang gicle à travers la pièce alors qu'un des voyous s'effondre, frappé par une force invisible. Les autres racailles reculent en panique, criant à leurs camarades de prendre leurs armes. Eldmia lève les yeux, son regard maintenant d'une netteté troublante alors qu'une énergie mystérieuse irradie de lui. Une grande pointe d'épée est plantée dans le sol, vibrant d'une puissance étrange et menaçante. Le garçon serre la poignée de l'épée, les dents serrées de peur en sentant l'arme bouger d'elle-même. Les voyous hésitent, leur bravoure s'évanouissant en voyant l'incroyable pouvoir émanant de l'enfant. Ils commencent à réaliser que l'épée pourrait être une épée démoniaque légendaire laissée par l'armée qui a détruit le village. L'avidité du chef surpasse rapidement sa peur alors qu'il imagine la fortune qu'une épée démoniaque lui rapporterait. Il pousse ses subordonnés en avant, les menaçant de mort s'ils échouent à arracher l'arme au garçon. Terrifiés par leur chef, les hommes se préparent pour un assaut désespéré, le visage blême d'effroi. Dans un cœur de cris effrayés, les voyous chargent Eldmia, leurs armes prêtes à tuer. Asilia Andrinia a hurlé, disant au garçon de fuir pendant qu'elle se débattait contre ses chaînes. Le bandit a ri, balançant sa hache avec un regard avide. Il était convaincu qu'une fois la légendaire épée démoniaque en sa possession, ce serait la fin de la partie. Il se fige, son sourire confiant disparaissant alors que quelque chose de rapide passe à toute vitesse. Un jeune Eldmia Ega déchire l'air, sa lame brillant d'une lumière féroce. Le garçon n'est qu'un flou en mouvement, tailladant les bandits avant même qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passe. Ses yeux sont glaciaux, concentrés uniquement sur la tuerie alors que l'épée démoniaque bourdonne dans sa main. Le chef commence à transpirer, se demandant à quel genre de monstre il a affaire en réalité. Eldmia ne leur laisse pas le temps de respirer, couchant un autre bandit dans une gerbe de sang. Asilia regarde avec incrédulité, les yeux écarquillés alors qu'elle réalise que cette épée n'est pas ce qu'elle semble être. Eldmia s'arrête, debout au milieu des décombres alors que le chef lui hurle de ne plus bouger. Le chef des bandits attrape Asilia, lui collant une épée sous la gorge et menaçant de lui couper la tête si Eldmia fait le moindre geste. Asilia essaie de prévenir le chef, mais il lui dit de fermer sa gueule. Il pense avoir l'avantage, justifiant sa cruauté en la qualifiant de « marchandise ». Derrière son sourire, il prévoit déjà de tuer le gamin à la seconde où cette épée sera entre ses mains. Eldmia regarde simplement vers le bas, le visage caché dans l'ombre alors qu'il écoute les exigences du mec. Il tend lentement le bras, la main ouverte comme s'il s'apprêtait à rendre les armes. Il a jeté l'épée en l'air, prenant le bandit complètement au dépourvu. Il repousse Asilia sur le côté, son attention entièrement focalisée sur l'arme qui vole dans les airs. Il s'élance en avant, ses pieds touchant à peine le sol dans son élan. Il plonge vers la lame, l'avidité écrite en majuscules sur son visage. Mais l'épée n'a rien fait, et Eldmia l'a abattu avec la propre lame du bandit, qu'il avait ramassé par terre. Le garçon est assis au milieu des cadavres des bandits qu'il vient de massacrer, l'épée démoniaque, reposant inutilement sur le sol. Il prend une longue inspiration tremblante. Eldmia hurle vers le ciel, maudissant l'armée et les ordures qui ont détruit sa maison. Asilia se contente de fixer, terrifiée et confuse, ce garçon qui vient de lui sauver la vie. Il la regarde et admet que tout cela n'était qu'un mensonge. Il n'y a jamais eu d'épée démoniaque. Il avait simplement utilisé son habileté pure pour leur faire croire que l'arme était enchantée. Il a joué sur leur propre cupidité et leur peur pour les distraire assez longtemps afin de s'assurer la victoire. Eldmia retire une vraie épée d'un des bandits morts, montrant jusqu'où va son jugement. Il a l'air si petit, assis là dans les ruines, mais ses yeux montrent qu'il en a beaucoup trop vu pour un gamin de 8 ans. Asilia s'approche, demandant pourquoi un enfant comme lui prendrait la peine de la sauver. Il détourne le regard, lui disant sèchement que la sauver n'était pas son intention. C'était chez lui, et il ne pouvait tout simplement pas rester là à regarder des bandits tout saccagés. Puis il change de sujet, devinant à juste titre qu'elle est une mage. Il regarde la fumée s'élever du village, son expression se durcissant. Asilia baisse les yeux, confirmant ses soupçons. Un petit sourire glaçant traverse son visage alors qu'il marmonne que les dieux existent peut-être vraiment. Il sort un orbe bleu lumineux et le lui tend. Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle reconnaît la clé de suppression de mana. Eldmia lui fait une offre.
sa liberté en échange de sa protection pour les 8 prochaines années. Il lui demande directement si elle restera avec lui jusqu'à ce qu'il soit adulte. Entouré par les cadavres de ses voisins, il réalise qu'il n'a plus personne sur qui compter. Même après avoir tout perdu, le jeune Eldmia Ega savait qu'il ne pouvait pas rester dans ce village détruit alors que l'hiver approchait à grands pas. Il s'est accroché à son espoir, se chuchotant à lui-même que peu importe ce qui arriverait, il voulait vivre. Retour au présent, un villageois tire Eldmia de ses pensées en criant son nom. Le mec le surprend avec une tape amicale, lui demandant pourquoi il est dans la lune. Il mentionne qu'il a tout entendu sur la baston qu'Eldmia a eue avec le gang d'orphelins tout à l'heure. Il a tout vu et a été impressionné par la façon dont Eldmia les a mis au tapis en un seul coup. Eldmia ne prend pas vraiment ça comme un compliment, mais le mec est juste content que le village soit enfin en paix. Il lui tend une pomme d'un rouge vif, prenant Eldmia au dépourvu. Il la lui offre comme cadeau de remerciement pour avoir nettoyé les rues. Un commerçant gueule en arrière-plan qu'il distribue le stock sans permission, mais le villageois s'en fout royalement. Eldmia ne peut s'empêcher de laisser échapper un petit sourire en regardant le fruit. Le moment est coupé court quand quelqu'un hurle son nom avec un pur désespoir. Un jeune villageois arrive en courant, ayant l'air d'avoir vu un fantôme. Il est l'un des orphelins, et il exige qu'Eldmia le suive immédiatement. Eldmia capte instantanément que quelque chose cloche et demande s'il s'est passé un truc. Il a halté que des gens à l'air louche venaient d'essayer de kidnapper les gosses. À la mention d'un kidnapping, l'expression d'Eldmia devient meurtrière. Les souvenirs de sa maison en feu et des cris de son peuple commencent à affluer. Il se souvient de ce jour, il y a 3 ans, comme si c'était hier, et la douleur est toujours aussi vive. Il se rappelle la silhouette d'un homme et le sentiment d'être complètement impuissant pendant qu'on lui prenait tout. Ogwen était devenue sa seconde chance d'avoir un foyer après avoir tout perdu. Plus important encore, c'est là que vit Azilia Andrinia, la personne la plus précieuse à ses yeux. Il serre les poings si fort que ses jointures blanchissent, se promettant de ne pas laisser l'histoire se répéter. Sa voix tombe dans un ton froid et dangereux, alors qu'il demande où sont ces enfoirés exactement. Au fond d'une ruelle, l'agent encapuchonné aux cheveux argentés perd déjà patience avec le morveux qui les a interrompus. Eldmia s'avance droit vers eux, faisant remarquer qu'ils ont un sacré culot de venir dans ce village pour un kidnapping. Il dévisage le mec, son aura montrant clairement qu'il n'est pas juste un gamin ordinaire. Il n'a fait qu'une bouchée des sbires de l'agent, qui gisent maintenant inconscient dans la poussière. L'agent encapuchonné soupire, déçu d'avoir dû compter sur des sous-merdes pareilles. Eldmia met les choses au clair. Puisqu'il veille sur Revi, toute attaque contre elle est une attaque contre lui. Il tend la main, invitant l'homme à essayer de le battre s'il veut vraiment la fille. L'agent n'hésite pas, dégainant sa lame avec un grognement. Il se rue en avant, mais Eldmia est déjà en mouvement, bloquant la frappe avec une facilité déconcertante. Les yeux du mec s'écarquillent de choc alors qu'il réalise que son attaque a été complètement neutralisée par un enfant. Avant qu'il puisse s'en remettre, Eldmia arme son poing et frappe. Mais c'est une feinte. Il jette une poignée de sable directement dans les yeux de l'agent. Aveuglé, l'agent titube en arrière, se tenant le visage en hurlant de douleur. Il jure, incapable de voir son adversaire à travers le sable et la poussière. Eldmia ne lui donne pas une seconde pour récupérer, lui décochant un coup de pied écrasant dans l'estomac. La force envoie l'agent encapuchonné déraper sur le sol comme une poupée de chiffon. Eldmia le regarde de haut, peu impressionné, notant que pour quelqu'un qui n'est pas un kidnappeur ordinaire, il est plutôt pathétique. L'agent le fusille du regard à travers ses cheveux argentés, le visage tordu par un masque de pure rage. Les yeux écarquillés avec des intentions meurtrières, il fait comprendre qu'il n'a pas l'intention de laisser ce gamin repartir vivant. Juste au moment où il s'apprête à contre-attaquer, le son d'une foule qui approche attire son attention. Les villageois et l'aubergiste, Alisha, accourt vers le bruit pour voir ce qui se passe. Comprenant qu'il est en infériorité numérique, le chef aux cheveux argentés sort une bombe fumigène pour couvrir sa fuite. Un épais nuage de fumée grise éclate, remplissant la rue et faisant paniquer tout le monde dans la confusion. Eldmia tous dans le brouillard, pendant que les villageois se précipitent pour vérifier s'il est blessé. Le temps que l'air se dissipe, la cible principale s'est volatilisée dans la nature, ne laissant derrière lui que ses larbins. Notre protagoniste reporte son attention sur l'une des racailles restées à ramper dans la poussière, abandonnée par son boss. Avec une lueur terrifiante dans les yeux, il fait craquer ses jointures et se prépare à obtenir de vraies réponses. Le mec craque immédiatement, implorant pitié tout en admettant qu'il cherchait une cible spécifique. La mention d'une fille noble prend le garçon complètement au dépourvu. Apparemment, il y a une rumeur selon laquelle une dame issue d'une maison noble déchue se cacherait dans le coin avec une énorme prime sur la tête. Eldmia se fout de ses contes de fées. Il veut savoir qui était ce type aux cheveux argentés. Après avoir vu l'état pitoyable du mec, l'ado aux cheveux bleus réalise qu'il dit probablement la vérité sur le fait de n'être qu'un pion. Il ne les laisse pas s'en tirer si facilement pour autant, les ligotant solidement pour que les gardes s'en chargent plus tard. Une fois le bordel géré, Eldmia va voir Revi pour s'assurer qu'elle va bien. La fille a l'air d'aller bien, mais l'idée que des kidnappeurs protraînent dans le village la met sur les nerfs. Il lui dit de retourner à l'auberge et d'essayer de se reposer. Revi s'attarde un instant, son expression indéchiffrable alors qu'elle fixe le sol en silence. Plus tard, notre héros entre dans l'auberge et s'arrête net, se demandant s'il s'est trompé de bâtiment. L'endroit est métamorphosé, rempli de décorations et de plus de clients qu'il n'en a jamais vu à cette heure. Les habitués s'agglutinent autour de Revi, soulagés d'apprendre qu'elle est en sécurité après l'agitation de tout à l'heure. Un gamin du coin lui tire la manche,
demandant désespérément de l'aide parce qu'ils sont soudainement en manque de personnel. La fille aux cheveux orange ne perd pas une seconde, déléguant efficacement les tâches et organisant le staff. Alisha repère le protagoniste et l'accueille avec un grand sourire radieux. L'aubergiste lui donne un petit coup de coude taquin, le remerciant d'avoir sorti les poubelles et gardé le village en sécurité. La femme admet qu'elle est impressionnée par le bon travail des nouveaux gosses, qui apportent une énergie fraîche à l'endroit. Eldemia essaie de lui en accorder le mérite, mais elle secoue la tête en riant. Confus, il demande qui est réellement responsable de ce soudain succès commercial. Alisha pointe Revi du doigt, expliquant comment la fille a pris les choses en main et a motivé tout le monde. Elle révèle que l'adolescente a même refait le menu et mis de l'ordre dans les livres de compte. Ce détail tique dans la tête du garçon. C'est bizarre pour une simple fille de village de maîtriser la comptabilité de haut niveau. Il demande si elle sait vraiment lire et écrire, et la femme plus âgée confirme. En fait, sa grammaire et son écriture sont tellement raffinées qu'elle ferait honte à la plupart des érudits. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler alors qu'Eldemia se rappelle l'histoire du voyou sur la dame noble disparue. Revi continue son travail, inconsciente que son secret vient peut-être d'être percé à jour. Sans un mot, le garçon s'approche d'un pas décidé et l'attrape par l'épaule, la tirant de sa routine. Eldemia demande à Revi si elle a la moindre idée de qui était vraiment ce type en robe. Revi est complètement décontenancé, lui disant de la lâcher une seconde. Sans répondre, le garçon l'entraîne avec lui, exigeant qu'elle le suive. La fille aux cheveux orange est prise de court par son intensité soudaine. Elle a du mal à suivre alors qu'il la traîne vers une pièce privée. Une lourde porte en bois claque derrière eux, les coupant du reste de l'auberge. Le cœur de Revi s'emballe. Elle n'arrive pas à savoir si c'est de la peur ou complètement autre chose. Elle remarque une énergie étrange et froide émanant de l'ado, tout comme pendant le combat. Malgré sa panique, elle ne peut s'empêcher de penser qu'il avait l'air plutôt classe tout à l'heure. Elle secoue rapidement cette pensée de sa tête lorsqu'Eldemia prononce son nom. La fille le supplie de lui laisser une minute pour réfléchir, avouant qu'elle n'est pas mentalement préparée à ce qui va suivre. Il la regarde avec une confusion sincère, expliquant qu'il a juste une question très simple. Eldemia va droit au but, lui demandant si elle est la fameuse dame noble dont tout le monde parle. Revi se fige alors qu'il répète la rumeur qu'il a entendue des racailles plus tôt. Il se souvient du bandit rampant qui mentionnait une cible de grande valeur issue d'une maison déchue. Eldemia explique que cette rumeur est la seule explication logique au fait qu'ils en aient après elle. La fille essaie de faire passer ça pour une coïncidence, mais il n'y croit pas une seule seconde. Elle commence à transpirer sous son regard perçant, réalisant que son secret est peut-être découvert. Notre protagoniste souligne ses compétences étrangement avancées en comptabilité et en paperasse. Il fait remarquer qu'aucun orphelin ordinaire n'aurait ce genre d'éducation sans avoir été élevé comme un noble. Revi détourne le regard, incapable de trouver un mensonge convaincant pour se sauver. Le garçon aux cheveux bleus dit qu'il a besoin de toute l'histoire s'il veut assurer sa sécurité. Il la prévient que s'il ne règle pas ça maintenant, les kidnappeurs continueront de revenir. Elle s'excuse mais insiste sur le fait qu'elle ne peut toujours pas en parler. Alors il décide de ne pas la forcer davantage. Quand elle demande ce qu'il a l'intention de faire, le regard dans ses yeux change du tout au tout. Il compte traquer les assassins jusqu'à leur planque dans la forêt et les anéantir une bonne fois pour toutes. Revi est horrifié, lui demandant s'il pense vraiment pouvoir se les faire tous à lui tout seul. Eldemia lui dit de rester bien sagement à l'auberge pendant qu'il se charge du sale boulot. Il sait que les mecs qu'il a tabassés tout à l'heure n'étaient que la partie émergée de l'iceberg pour cette organisation. Le garçon refuse de laisser des ordures cibler ses amis en plein jour sans qu'il y ait de représailles. Revi baisse la tête et s'en veut de l'avoir entraîné dans sa merde. Il tend la main et lui tapote doucement la tête, lui disant d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Eldemia met les choses au clair. Les seuls à blâmer sont les connards qui essaient de la kidnapper. Il lui lance un regard rassurant, lui disant de ne pas en perdre le sommeil. D'une poigne déterminée, il se prépare pour le combat qui s'annonce. Il lui décoche un sourire confiant, promettant qu'il est bien plus fort qu'il n'en a l'air. Sous l'éclat d'une pleine lune, la scène se déplace vers les bois sombres à l'extérieur du village. Le leader aux cheveux argentés de tout à l'heure est de retour au camp, soignant son ego blessé près du feu. Un voyou costaud lui dit de la fermer, vu que la mission a techniquement été un succès de toute façon. L'agent est absolument furieux, jurant d'étriper ce morveux pour l'avoir aveuglé avec du sable. Le mec lui dit de ne pas bouger, conformément aux ordres de Delta, pour ne pas faire capoter tout le plan. Mais l'assassin aux cheveux argentés n'est pas d'humeur à recevoir des leçons, regardant les autres de haut. Au campement dans la forêt, le chef des voyous et ses hommes sont alertés par un bruissement soudain dans l'obscurité. Ils attrapent leurs armes quand l'ordre d'aller voir d'où vient le bruit est donné. L'un des bandits s'avance prudemment dans les broussailles, se demandant ce qui rôde dans les ombres. Le type revient faire son rapport, disant que c'est probablement juste un animal, mais son boss n'est pas convaincu. Avant qu'il puisse argumenter, Eldemia Ega surgit du feuillage comme un éclair bleu. L'épée du garçon tranche le premier garde avant même que le mec n'ait le temps de capter sa présence. Un autre bandit est éclaboussé par le sang de son camarade, son visage se tordant en un masque de pure terreur. De la magie bleue tourbillonne autour d'Eldemia, ses yeux brillant d'une intensité qui semble totalement inhumaine. L'agent encapuchonné serre les dents de rage, réalisant que le morveux les a bel et bien traqués. Il hurle à ses hommes restants de buter l'intrus, désespérés de mettre fin à la menace immédiatement. Eldemia ne leur laisse pas le temps de se coordonner, se déplaçant avec une vitesse qui défie les lois de la nature. Il abat une autre racaille d'un coup unique et précis,
son visage restant étrangement calme. Le camp devient un tourbillon d'acier et de sang alors que le jeune protagoniste se ferait un chemin dans leur rang. Chaque mouvement d'Eldmia est calculé et mortel, montrant l'expérience d'un guerrier bien plus âgé. Il libère un arc d'énergie lumineux, mettant toute sa force dans un coup de grâce. Un assassin de plus s'effondre sur le sol, maudissant sa chance alors que le garçon poursuit son carnage. Eldmia se tient au milieu du chaos, sa lame vrombissant sous la puissance de la magie brute. Il bouge comme une tornade, abattant 2 ennemis à la fois dans une démonstration de talent écrasante. L'agent encapuchonné regarde, incrédule, la sueur dégoulinant sur son visage alors qu'il réalise qu'il est surpassé. Eldmia s'arrête un instant, se foutant de la gueule du mec pour s'être barré comme un lâche plus tôt dans la journée. L'assassin aux cheveux argentés dégaine sa propre épée, jurant de fermer le clapet de ce gamin pour de bon. Leurs lames s'entrechoquent avec une violente onde de choc, la pression pure de la puissance d'Eldmia faisant trembler le sol. Les yeux de l'agent s'écarquillent de réalisation alors qu'il ressent une sensation terrifiante venant du garçon. Il a du mal à en croire ses sens. Un tel niveau de puissance magique brute ne devrait pas être possible pour un humain. Il sait que les mages doivent minutieusement raffiner leur magie en mana pour lancer ne serait-ce que de simples sorts. Et même les chevaliers les plus forts doivent convertir leur pouvoir en aura juste pour renforcer leur corps. L'agent encapuchonné est paralysé par l'impossibilité de voir cet ado se tenir juste devant lui. Eldmia lève son épée, un sourire froid aux lèvres alors qu'il prépare son coup final. Il explique que contrairement aux habitants de ce monde, il peut utiliser le pouvoir magique pur sans aucun raffinement. Une énorme explosion d'énergie bleue repousse violemment l'agent encapuchonné, brisant sa défense. Le garçon est sur lui en un instant, ne laissant pas à son ennemi une seule seconde pour récupérer ou fuir. Il se tient au-dessus de l'assassin brisé, admettant que le mec avait du cran même s'il était désespérément faible. Ignorant le leader à terre, Eldmia reporte son attention sur le dernier homme encore debout dans le camp. Un bandit portant des lunettes de protection se recroqueville contre un chariot en bois, tremblant si fort qu'il a du mal à respirer. Eldmia attrape l'homme terrifié par le col, le soulevant pour le regarder droit dans les yeux. Il exige le nom de la tête pensante derrière ce kidnapping, sa voix dégoulinant d'une menace glaciale. Il dit au type de se grouiller, lui faisant remarquer que sa sœur sera furieuse s'il rentre trop tard à la maison. Soudain, un rugissement assourdissant fait trembler la forêt alors qu'une wyverne rouge massive fond sur le camp. L'arrivée de la bête est si soudaine que même Eldmia est forcée de reculer pour éviter ses mâchoires claquantes. Les yeux de la wyverne brillent d'une lueur prédatrice alors qu'elle pousse un cri perçant qui résonne à travers les arbres. Mais il se débarrasse simplement de la bête géante avec un seul coup de pommeau, et le dragon s'effondre immédiatement, inconscient à côté du bandit. Eldmia rengaine son épée, encore tout excité d'avoir affronté une bête légendaire pour la première fois. Une pensée traverse son esprit. Une wyverne rouge s'envole dans le ciel, ses ailes battant puissamment dans l'air nocturne alors qu'elle transporte un mystérieux cavalier. Eldmia égare regarde d'en bas, réalisant que les gens derrière tout ça sont bien plus que de vulgaires criminels. Ses yeux se plissent avec une concentration froide et tranchante alors qu'ils commencent à assembler les pièces de leur plan. Il remarque une autre calèche abandonnée dans la clairière, signe qu'ils avaient préparé un transport bien plus grand. Sans hésiter, Eldmia presse sa lame contre la gorge du bandit qu'il vient de capturer. Il exige l'emplacement de l'autre wyverne, donnant au type un choix glaçant, parler ou crever. Le bandit bégaye de peur, révélant que leur capitaine, un chevalier nommé Delta, s'est déjà envolé avec. Eldmia réalise avec une vague de frustration qu'il s'est fait avoir par ses ennemis. Il voit maintenant que tout ce camp n'était qu'un piège destiné à le retarder pendant qu'ils embarquaient la vraie cible. À des kilomètres de là, Revi est affalée sur le dos de la bête en plein vol, son visage couvert de taches de rousseur pâle et immobile. Elle est transportée par le chevalier Delta, qui regarde le paysage loin en bas avec un regard détaché. Delta, un homme sévère et balafré, ne montre aucune émotion alors qu'il accomplit sa mission pour le royaume. Revi reprend lentement connaissance, la tête qui tourne alors qu'elle se demande où elle a été emmenée. Ses yeux s'écarquillent de choc quand elle regarde par-dessus l'épaule du chevalier et ne voit rien d'autre que le ciel ouvert. La wyverne plane dans la haute atmosphère, se déplaçant à une vitesse qui rend toute poursuite impossible. Revi pousse un cri de terreur, réalisant qu'elle est prisonnière sur le dos d'une créature légendaire très haut dans le ciel. Elle reconnaît l'armure du chevalier et exige de savoir comment la lance du royaume a pu tomber aussi bas. Delta reste froid, déclarant qu'ils iront jusqu'au bout pour la ramener à sa place légitime. Il l'avertit de se tenir tranquille, soulignant qu'une chute d'une telle hauteur serait une fin très moche pour elle. Loin en dessous d'eux, le monde ressemble à une carte minuscule, soulignant à quel point Revi est impuissante en ce moment. Revi affirme désespérément que les gens de son village remarqueront sa disparition et viendront la sauver. Le chevalier ricane, lui disant que personne de ce village ne viendra jamais la chercher. Une vague d'effroi envahit Revi alors qu'elle lui demande ce qu'il veut dire par là. Delta révèle qu'ils ont réduit le village en cendres et n'ont laissé aucun survivant pour s'assurer de brouiller les pistes. Revi hurle qu'Eldmia va venir la sauver. Delta se contente de ricaner, demandant de quoi diable elle parle. Il se vante d'avoir encore un groupe entier d'hommes de main d'élite qui attendent dans la forêt. Il est convaincu qu'Eldmia n'est qu'un enfant qui ne peut décemment pas gagner contre tous. Secoué par les mots du chevalier, Revi imagine immédiatement un scénario macabre. L'image d'Eldmia traverse son esprit, connaissant un destin tragique. Bien au-dessus des nuages, Revi tremble, captive sur la bête volante. Delta lui dit qu'elle oubliera vite ses amis roturiers, car elle ne les reverra plus jamais. Soudain,
une explosion massive de lumière déchire le ciel nocturne. Delta est aveuglé par l'éclat, les yeux écarquillés de confusion. Sorti de nulle part, Eldmia tombe des cieux comme une étoile filante. Il brandit son épée, les yeux brillants d'une intense lumière bleue. Il enfonce sa lame profondément dans le crâne de la wyvern, déclenchant une gerbe de sang. Delta est sidéré de voir que le gamin a réussi à monter si haut au-dessus d'eux. Il regarde avec horreur sa monture se faire neutraliser d'un seul coup dévastateur. Eldmia bondit loin de la créature mourante alors qu'elle commence à piquer du nez. Delta dégaine rapidement sa propre lame, croisant le fer avec le garçon en plein vol. L'impact déclenche une onde de choc massive qui secoue le chevalier. Ils échangent des coups tout en tombant dans le ciel noir comme de l'encre. Delta n'en revient pas à quel point ce gamin est un putain d'inconscient. Il se demande si le morveux n'essaie pas de tous les tuer au lieu de sauver la fille. Il est choqué qu'Eldmia ait vraiment sauté d'une telle altitude. Le chevalier commence à soupçonner qu'Eldmia ne travaille pas seul. Il réalise que quelqu'un de son propre camp a dû les trahir. Le visage de Delta se crispe de rage alors qu'il s'apprête à mettre fin au combat. Il libère une vague torrentielle d'aura violette, fendant l'air. Eldmia est pris dans la tempête d'énergie, luttant pour tenir bon. Delta se vante que ses années d'expérience au combat surpassent la puissance brute du garçon. Déterminé, Eldmia fonce en avant, sa propre magie s'embrasant. Le chevalier balance son épée violette incandescente pour un coup final fatal. Mais Eldmia relâche un flash aveuglant de lumière, activant l'aurore. Delta est complètement aveuglé par ce rayonnement soudain. Il réalise trop tard que la charge frontale du garçon n'était qu'une distraction. Dans la confusion, Eldmia tranche à travers la défense du chevalier. Revit Alette alors qu'elle est enfin arrachée au danger. Eldmia la serre contre lui alors qu'ils dégringolent ensemble à travers les nuages. Ils sont tous les deux tombés pile sur la wyvern, juste à temps pour que le pilote les rattrape. Le mec aux lunettes célèbre ça, soulagé que ce plan risqué ait vraiment fonctionné. Revit s'accroche à son sauveur, murmurant un merci tremblant. Mais ensuite, elle remarque une large tache de sang qui s'étend sur son flanc. Eldmia réalise que Delta a réussi à placer un coup dans cette fraction de seconde. Ses forces l'abandonnent enfin, et il s'effondre dans les bras de Revit. Le souvenir de Revit criant son nom résonne alors que le soleil se lève à l'horizon. Eldmia se réveille doucement dans son propre lit, confus de l'endroit où il est. Il fixe le plafond, l'esprit encore un peu embrouillé après le combat. Il baisse les yeux et voit Asilia profondément rendormie à ses côtés, la main toujours posée sur la sienne. Sentant du mouvement, sa sœur commence à ouvrir les yeux. Dès la seconde où elle le voit éveillé, elle bondit presque au plafond de soulagement. Elle passe direct en mode grande sœur, lui gueulant dessus pour avoir été aussi imprudent. Mais la colère ne dure pas longtemps avant qu'elle ne le tire dans une étreinte larmoyante. Eldmia lui lance un faible sourire et s'excuse de l'avoir autant inquiété. Asilia lui dit qu'elle n'était pas la seule, mentionnant que Revit est venu le voir tous les jours. Pile à ce moment, Revit entre dans la pièce, maintenant habillée avec des fringues nobles qui coûtent un bras. Eldmia est soulagée de la voir en sécurité, mais elle a l'air sur le point de fondre en larmes. Au lieu d'un câlin, elle commence à le marteler de petits coups en plaisantant pour être resté inconscient pendant 3 jours. Il en rit, lui disant qu'elle devrait probablement le remercier en premier. Il remarque sa nouvelle tenue et lui demande si elle a enfin retrouvé les siens. Revit affiche un petit sourire malicieux, ressemblant en tout point à la noble qu'elle est de naissance. Puis elle redevient sérieuse, lui disant qu'ils doivent parler d'un truc. Elle tend la main et serre fermement la sienne. Avec une expression pleine d'espoir, elle lui demande s'il veut bien venir avec elle à la capitale royale. Eldmia n'est pas intéressée. Revit essaie de le pousser à au moins dormir là-dessus, mais sa décision est prise. Il apprécie l'offre, mais il a un but personnel qui nécessite de devenir beaucoup plus fort. Revit souligne que les chevaliers de la capitale pourraient vraiment lui apprendre à se battre. Eldmia détourne simplement le regard, insistant sur le fait qu'Asilia est le seul maître dont il ait besoin. Pour lui, une mage elfe comme Asilia, c'est ce qui se fait de mieux en puissance. Pourquoi chercher ailleurs? Revit lâche une question lourde de sens. Et s'il existait quelqu'un d'encore plus fort que sa sœur? Avant même qu'Eldmia puisse assimiler ça, une énorme paire de bottes blindées résonne sur le sol derrière lui. Le garçon ricane, se demandant pourquoi une telle grosse pointure perdrait son temps avec lui. Une voix juste derrière lui se demande la même chose. Eldmia se fige. Ses yeux s'écarquillent. Il n'a pas entendu un seul putain de bruit de pas. Il se retourne pour trouver un chevalier immense dans une armure blanche étincelante plantée dans l'encadrement de la porte. Il n'a pas du tout senti la présence de ce type. Eldmia pète un câble, demandant qui c'est ce mec putain. Revit s'interpose rapidement pour le calmer. Elle le reconnaît immédiatement. C'est Messire Ekaf. Le chevalier est juste heureux de voir Lady Lagunie saine et sauve. Le cerveau d'Eldmia fait un court-circuit au son de ce nom. Il l'identifie comme le bouclier du royaume, Margrave Lagunie Rianda revient. Le nom revient frappe Eldmia comme un camion. Un margrave? C'est du sérieux ça. Il visualise la carte du royaume. Le territoire revient est immense. Leur minuscule village d'Ogwen n'est qu'un grain de poussière à côté. Il regarde Revit. Elle n'est pas juste une noble quelconque. Elle fait partie de l'une des familles les plus puissantes du pays. Elle est encore plus importante que toutes les rumeurs qu'il a entendues. Eldmia est complètement sur le cul. Messire Ekaf reporte son attention sur le garçon. Ses yeux violets sont perçants et calculateurs. Il demande s'il s'adresse à Eldmia. Le garçon ne recule pas devant ce regard intense. Le chevalier est surpris qu'un gamin aussi jeune ait réussi à se faire d'elle.
Il est curieux de savoir si les rumeurs sur Eldmia utilisant l'aura sont vraies. Eldmia lui rend son regard noir. Il n'est pas d'humeur à subir un interrogatoire. Il dit à Messire Ekaf que ça ne le regarde pas. Revi essaie d'intervenir, mais la tension monte. Eldmia lui fait clairement comprendre qu'il ne l'aime pas. Il demande où était ce soi-disant gardien quand Revi était vraiment en danger. Revi crie que c'était entièrement de sa faute, mais Eldmia est trop concentré sur le chevalier. Messire Ekaf reste calme. Il dit au garçon que c'est une affaire politique qui dépasse largement les affaires d'un étranger. Eldmia se hérisse d'être traité d'étranger. Il est prêt à exploser. Puis Messire Ekaf fait une offre. Tout changerait si le garçon devenait son disciple. Revi explique que c'est pour ça qu'elle l'a amené ici. Messire Ekaf veut littéralement l'accueillir dans la famille. Cet homme est la 3e épée du roi, Messire Ekaf Touchain Ogatorf. Il est l'un des combattants les plus balèzes de toute la capitale. Messire Ekaf avoue qu'il a déjà creusé dans le passé du garçon. Il est au courant de ses récentes bastons avec les voyous du coin. L'expression d'Eldmia s'assombrit. Ce chevalier en sait beaucoup trop. Il évoque ce qu'il s'est passé il y a 3 ans, quand les parents d'Eldmia ont été tués par l'armée du Seigneur Démon. Il sait que le garçon ne cherche la puissance que par vengeance. La mention de ses parents touche une corde sensible. Eldmia grince des dents alors que les souvenirs refluent. Il se jette en avant, son pied frappant le sol avec une force explosive. Il hurle, exigeant de savoir ce qu'un type comme lui pourrait bien comprendre à ça. Il balance une droite directement vers le visage du chevalier. Messire Ekaf ne bronche même pas. Il bloque le poing dans sa paume blindée avec 0 effort. Il prévient le garçon de ne jamais laisser ses émotions dicter ses actions. La rage rend juste ses mouvements prévisibles et brouillons. Eldmia essaie de retirer sa main, mais la poigne du chevalier est un véritable étau. Il est complètement cloué sur place. Il ne lâche pas l'affaire, tournoyant pour balancer un coup de pied désespéré dans la foulée. Les yeux de Messire Ekaf se plissent. Il remarque un truc inhabituel dans l'énergie du gamin. Une brillante aura bleue s'embrase alors que le coup de pied percute le bras du chevalier. Ce n'est pas juste de l'aura, c'est de la puissance magique brute. Eldmia est sidéré. Il a vraiment réussi à placer un coup. Ses yeux bleus se sont écarquillés. Quelque chose ne tournait pas rond. Messire Ekaf a complètement bloqué son coup de pied avec sa main. Le garçon s'effondre, l'effort l'ayant complètement vidé. Le chevalier admet qu'il aimerait bien s'entraîner un peu plus, mais le temps manque. Messire Ekaf lui dit qu'il n'est pas en état de continuer. Eldmia lâche un grognement de frustration. Le garçon réplique que si le chevalier était vraiment si fort, il aurait dû sauver Revi plus tôt. Les titres ne valent que dalle si t'es pas là quand ça compte. Messire Ekaf baisse les yeux, rejoignant le garçon sur ce point. Peu importe le titre, il y a toujours des choses qu'on échoue à protéger. Il pense à tous les gens là-dehors qui hurlent à l'aide et dont ils n'entendront jamais parler. C'est impossible de sauver tout le monde. Il pose une main lourde sur l'épaule d'Eldmia. Il n'y a qu'une seule vraie solution. Ils doivent anéantir l'armée du Seigneur Démon. C'est la seule façon de vraiment sauver tout le monde. Pour y arriver, le royaume a besoin de tous les combattants forts qu'il peut trouver, surtout de ceux aussi talentueux qu'Eldmia. Messire Ekaf lui promet de le rendre plus fort que n'importe qui d'autre. Il demande à Eldmia de devenir une épée du royaume et de se battre à ses côtés. Eldmia détourne le regard, perdu dans ses pensées. Le poids de ce choix est lourd. Il traverse les champs familiers de chez lui pour la dernière fois. Azilia l'attend sous le grand arbre. Il s'arrête, levant les yeux vers elle. Elle sait ce qu'il a décidé. Il l'appelle. Elle se retourne, un sourire triste mais compréhensif sur le visage. Azilia savait que ce jour arriverait un jour, mais elle ne s'y attendait pas si tôt. Elle lui demande s'il part vraiment. Des feuilles tourbillonnent autour d'eux dans la brise. La forêt semble pleurer son départ. Eldmia la regarde, expliquant qu'il doit faire tout ce qu'il faut pour devenir plus fort. Elle comprend, n'est-ce pas? Il la remercie du fond du cœur. Ces 3 dernières années ont tout signifié pour lui. Elle le regarde tendrement. Elle l'a élevé comme son propre fils. Elle l'appelle par son surnom, elle dit. Son cœur se brise, mais elle est fière. Elle ouvre grand les bras, demandant un dernier câlin avant qu'il ne parte. Elle affiche un sourire chaud et lumineux malgré la tristesse. Eldmia ne trouve pas les mots. Il se contente d'acquiescer. Il court se jeter dans ses bras, la serrant fort sous la lumière dorée de l'arbre. C'est une promesse finale et silencieuse. Une calèche roule sur la route poussiéreuse, laissant le sanctuaire d'Ogwen loin derrière. Le voyage a commencé. À l'intérieur, Eldmia porte une nouvelle boucle d'oreille en or avec un pompon. C'est un cadeau d'Azilia. Revi le remarque direct. Elle ne l'a jamais vu porter de bijoux avant. Il lui dit qu'Azilia la lui a offerte. Ça fait partie d'un rituel elfe traditionnel pour s'assurer qu'une promesse soit tenue. Revi commence à rougir. Elle se demande quel genre de promesse il a bien pu faire à une elfe. Eldmia se contente de ricaner et dit que c'est un secret. La voilà encore plus curieuse maintenant. De retour à l'arbre, Azilia regarde la calèche disparaître au loin. Elle reste derrière, mais son cœur l'accompagne. Ils arrivent à la capitale royale. Le domaine Ogatorf est un manoir immense et opulent qui fait passer tout ce qu'Eldmia a connu pour des babioles. Dans la zone d'entraînement, quelqu'un passe ses nerfs. Des mannequins d'entraînement gisent en morceaux sur le sol. Une fille avec de longs cheveux blonds froisse un morceau de papier dans sa main gantée.
Elle est livide que son père ramène à la maison un morveux sorti de nulle part pour en faire son disciple. Elle marmonne le nom d'Eldmia avec un mépris pur. Elle n'est pas près de laisser un pecno prendre sa place. Voici Cheryl Ogatorf. Elle serre son épée, bien décidée à lui montrer à quel point sa famille peut être terrifiante. La calèche continue d'avancer à travers les rues animées. Le climat politique de la capitale est plus dangereux que n'importe quel monstre. Revi explique la situation à Eldmia. Le pays est coupé en deux entre les royalistes et la faction des nobles. Elle est la seule survivante de sa famille. Même si elle est l'héritière légitime, elle est encore mineure avec aucun pouvoir réel. C'est pour ça que les nobles ont essayé de la kidnapper. Elle n'est qu'un pion pour eux, un moyen de manipuler la maison Revian et tous ceux qui y sont liés. Les nobles se sont probablement dit qu'elle ferait un outil utile dans leur guerre contre la couronne. L'existence de Revi est un putain de champ de mine politique. Dans la calèche, Eldmia demande à Revi pourquoi elle n'a pas simplement cherché de l'aide auprès de la faction royaliste vu que sa famille en fait partie. Revi baisse les yeux, son expression devenant sérieuse alors qu'elle explique son désir d'être la force motrice derrière la restauration de sa famille. Elle fait remarquer que les gens sont souvent émus par des récits dramatiques, suggérant une manœuvre calculée pour s'attirer la sympathie du public. Elle s'imagine en tant que pitoyable survivante, un rôle qu'elle refuse d'accepter car il n'apporterait pas le soutien solide nécessaire à sa maison. Eldmia écoute attentivement alors qu'elle décrit son plan. Survivre de manière indépendante et revenir quand elle aura l'âge en tant qu'héritière légitime. Elle s'imagine un grand retour, apparaissant devant le royaume comme la fille courageuse d'un héros, prête à récupérer son héritage. Avec un sourire radieux, elle lui dit qu'une telle histoire consoliderait la position des royalistes et rallierait le peuple de base. Eldmia trouve le plan incroyablement casse-gueule, se demandant s'il n'aurait pas été plus sûr pour les royalistes de simplement la cacher jusqu'à ce qu'elle grandisse. Messire Ekaf, qui écoutait, approuve la logique mais note que Revi a refusé catégoriquement de révéler sa position à qui que ce soit. Revi se tourne vers Eldmia avec un regard taquin, lui rappelant que malgré toute sa planification, c'est lui qui l'a vraiment sauvée à la fin. Eldmia offre un doux sourire, satisfaite en qu'elle est saine et sauve. La calèche trace sa route à travers le vaste paysage en direction des murs imposants de la capitale royale. Messire Ekaf, qui tient les rênes, les informe qu'ils approchent de leur destination. Les roues de la calèche grondent sur la route, les transportant vers un nouveau chapitre de leur vie. Ils arrivent devant le domaine massif et orné appartenant à la famille Ogatorf. Eldmia a les yeux écarquillés devant tant de luxe, tandis que Revi regarde par la fenêtre, se remémorant sa dernière visite. Revi demande à Messire Ekaf comment va sa fille, Cheryl, ces derniers temps. Messire Ekaf marque une pause en descendant, admettant que Cheryl traverse une petite phase de rébellion. Alors que quelqu'un s'approche de la porte de la calèche, il prévient qu'elle a développé un sacré caractère. Soudain, la porte est ouverte à la volée par une jeune femme aux longs cheveux blonds et au regard intense. Cheryl Ogatorf. Elle fusille l'intérieur de la calèche avec ses yeux violets perçants, son expression étant tout sauf accueillante. Eldmia et Revi sont pris de court par la présence féroce et soudaine de la fille du chevalier. Confus par tant d'hostilité, Eldmia demande à la fille qui elle est. Le visage de Cheryl se tord de colère alors qu'elle confirme son identité, hurlant son nom avec dédain. Elle passe rapidement à des salutations polies pour Revi, Lady Laguni, avant de rediriger sa fureur vers Eldmia. Le pointant du doigt, elle défie Eldmia en duel sur le champ pour lui faire payer sa soi-disant insulte envers son père. Eldmia ne peut que soupirer face à cette absurdité, se sentant plus fatiguée qu'agacée. Messire Ekaf essaie de noyer le poisson, prétendant avoir organisé ce match amical pour les aider à créer des liens. Eldmia ne gobe pas une seconde l'excuse, surtout quand il voit le chevalier vétéran transpirer à grosses gouttes. Eldmia fait craquer ses jointures et sourit, décidant qu'un peu d'exercice lui fera du bien après ce long voyage. « Si tu insistes, j'accepte ton défi », déclare-t-il, son esprit de compétition s'enflammant. Les deux prennent position dans la cour d'entraînement du domaine, épée d'entraînement en main alors qu'ils se font face. Revi regarde avec inquiétude, demandant à Messire Ekaf s'il est vraiment raisonnable de les laisser se battre juste après s'être rencontrés. Messire Ekaf pisse des gouttes, réalisant qu'une fois que Cheryl s'est mis un truc en tête, rien ne peut l'arrêter. Cheryl prend une posture concentrée, son aura s'intensifiant alors qu'elle se prépare à frapper. Elle fonce en avant, ses pieds soulevant la poussière alors qu'elle réduit la distance en un instant. Avec un cri féroce, elle abat sa lame sur le nouveau venu. Eldmia encaisse l'attaque de front, leurs épées en bois s'entrechoquant avec un bruit sourd. Cheryl serre les dents, lui disant qu'il a un sacré culot de se pointer ici et lui ordonnant de retourner dans son village. Eldmia réplique sèchement, soulignant que c'est son propre père qui l'a invité à devenir son disciple. L'air résonne du bruit de leurs coups incessants alors qu'ils testent la force l'un de l'autre. Ils bougent à une vitesse fulgurante, un tourbillon de bois et de mouvement alors que le duel escalade en une véritable bataille de talent. Eldmia part habilement le coup lourd de Cheryl, son attention entièrement portée sur les mouvements de son adversaire. Les deux échangent des coups dans un flou de mouvements, leurs épées d'entraînement s'entrechoquant à répétition dans la cour. Les yeux de Cheryl se plissent avec une concentration intense, bien décidée à trouver une faille dans la défense du garçon. Elle lâche un puissant coup descendant, forçant Eldmia à réagir vite. Cheryl anticipe sa réaction, son esprit ayant déjà plusieurs coups d'avance alors qu'elle traque son mouvement. Alors qu'Eldmia se baisse pour esquiver la frappe, Cheryl prépare son enchaînement, s'attendant à ce qu'il soit vulnérable.
Elle fait tourner sa lame avec une précision fluide, visant à le prendre au dépourvu avant qu'il ne puisse récupérer. Avec un sourire confiant, elle déclare que le duel est terminé, certaine que sa dernière attaque va faire mouche. Un pied se plante fermement dans le sol, signalant un changement d'élan soudain et décisif. Avant que Cheryl ne puisse réagir, Eldmia réduit la distance avec une vitesse surprenante, contournant complètement sa garde. La cour d'entraînement tombe dans un silence de mort alors qu'Eldmia stoppe net son épée, la pointe en bois reposant à quelques centimètres de la gorge de Cheryl. Cheryl reste pétrifiée, sa propre arme rendue inutile par la contre-attaque fulgurante d'Eldmia. Une expression de choc pur envahit son visage alors qu'elle réalise qu'elle s'est fait totalement humilier. Son cœur s'emballe alors qu'elle tente de digérer la vitesse et la technique qu'il vient de démontrer, se demandant comment il a pu bouger aussi vite. Ses yeux tremblent, la réalité de sa défaite faisant son chemin alors qu'elle fixe la pointe de l'épée. Eldmia abaisse nonchalamment son arme et lâche un petit aïe, la pression physique du combat le rattrapant enfin. L'air complètement imperturbable, il lui demande si elle est enfin satisfaite du résultat de leur petit duel. Cheryl explose d'indignation, l'accusant de s'être retenu et exigeant qu'il termine le combat correctement. Ce à quoi Eldmia fait remarquer avec flegme que s'il le faisait, ça pourrait vraiment la tuer. Eldmia réplique calmement qu'il n'a jamais voulu insulter son père, expliquant qu'il a juste sa propre fierté à défendre. Cheryl reste silencieuse un instant, sa colère initiale laissant place à une curiosité réticente envers le nouveau venu. Avec un grand sourire amical, Eldmia tend la main, indiquant clairement qu'il ne bougera pas d'ici tant qu'il n'aura pas atteint son objectif. Cheryl fixe la main tendue, son orgueil piquant encore après cette défaite. Après une hésitation tendue, elle tend la main, bien que son expression reste provocatrice. Au lieu d'une trêve, elle le rembarre, pariant qu'il ne tiendra pas 3 jours avant de fuir dans son village en pleurant, déclenchant une nouvelle série de prises de bec. Messire Ekaf et Revi regardent les gosses depuis la touche. Ekaf remarque qu'Eldmia et sa fille ont un gros point commun. Ils détestent tous les deux perdre. Mais Eldmia ne fait pas que parler. Il est chauffé à blanc, gueulant qu'il va devenir bien plus balèze que ce qu'ils imaginent. Le charbonnage commence direct. La sueur coule sur le parquet alors qu'il pousse son corps à l'extrême. Chaque matin commence pareil. Des pompes à l'infini dans sa chambre avant même que le soleil ne soit complètement levé. Dehors, l'entraînement est encore plus brutal. Ekaf est sur son dos comme un aigle, s'assurant que sa posture est parfaite. Il passe des heures à défoncer des mannequins d'entraînement, se concentrant sur la vitesse et la précision jusqu'à ce que ses bras pèsent une tonne. L'entraînement musculaire passe au niveau supérieur. Il est dehors dans les bois en train de traîner des rochers massifs en côte pendant que les cigales chantent sous la canicule. Quand il finit par tomber dans son lit, il est complètement mort. C'est un cycle de douleur, mais il ne lâche rien. Les saisons commencent à tourner. Par la fenêtre, les feuilles bien vertes commencent à virer aux teintes orangées de l'automne. L'intensité monte d'un cran à mesure que l'air se refroidit. Il bouge plus vite maintenant. Ses coups portent beaucoup plus de poids. Il commence à se fighter avec Cheryl, et c'est le point mort total. Ekaf observe depuis le fond, voyant sa fille et le Pecno se pousser mutuellement dans leur dernier retranchement. Cheryl ne lui fait pas de cadeau. Elle plonge en avant, prenant Eldmia de vitesse d'une façon qu'il n'avait pas vu venir. Puis vient la morsure de l'hiver. La neige s'accumule sur les branches, mais l'entraînement ne ralentit pas d'une seule seconde. Il est dehors pieds nus dans un froid glacial, son aura bleue s'illuminant autour de ses pieds alors qu'il se connecte avec sa magie pure. Torse nu en plein blizzard, il fume littéralement. Le changement est radical. Ce n'est plus un gamin gringalet. Il construit une vraie puissance. Il prend une grande inspiration, l'air glacé remplissant ses poumons alors qu'il focalise son esprit. Atteindre son objectif est la seule chose qui compte. Enfin, le gel commence à fondre. Le ciel se dégage, accueillant le retour du soleil. Des petits bourgeons roses commencent à éclore sur les branches. Le printemps est là, et une année complète d'entraînement est officiellement pliée. De retour dans la chambre, une main frappe le sol. Mais elle est bien plus large et stable qu'avant. Eldmia est devenue une vraie bête. Il enchaîne les pompes à une main comme si c'était de l'eau, son physique s'étant transformé en un vrai mur de muscles. Cheryl ouvre la porte d'un coup de pied sans se gêner, lui disant d'arrêter de traîner et de se manier le cul. Elle a pas mal grandi elle aussi. Eldmia lâche juste un grognement, lui disant d'apprendre à toquer. Elle s'en fout royalement. Elle s'inquiète que toutes les bonnes quêtes d'aventuriers soient déjà prises s'ils sont en retard. Il essuie sa sueur, ayant l'air d'une toute autre personne. Le gamin gringalet est parti. Le vengeur est prêt. Ils laissent leur chalet derrière eux, partant dans le monde en tant que duo de pros. Leur nom commence déjà à se faire entendre. Pendant ce temps, dans une planque sombre, un bandit a le sourire aux lèvres alors qu'il vide un sac d'or volé sur une table. Le boss des bandits s'adosse, satisfait. Son équipe est rassemblée, célébrant ce qu'il considère comme un putain de jackpot. Le boss jubile littéralement, se marrant de voir que déplacer leurs opérations vers la capitale royale était la meilleure idée de toute leur vie. Il prévoit déjà les prochains raids, se disant qu'ils peuvent encore traire les riches sur quelques coups avant que la guilde ne grille leur couverture. Il trouve ça hilarant. Une petite menace et ces gens les supplient de les épargner, leur refilant tout ce qu'ils ont. Mais une voix glaciale tranche les rires. Une silhouette encapuchonnée observe depuis la porte, murmurant un seul mot, ordure. Cheryl avance dans la lumière, les yeux plissés et pleins de mépris. Elle en a assez entendu de leur vantardise. Avant même que le boss puisse se lever,
Son épée est sous sa gorge. Il se fige, réalisant qu'il vient de se faire avoir par surprise. Il commence à suer à grosses gouttes, bégayant pour demander qui est les bordels et comment elle est rentrée. Le reste de la troupe bondit sur ses pieds, gueulant pour leur boss. Ils sont insultés que 2 aventuriers aient osé débarquer comme s'ils étaient chez eux. Cheryl leur aboie de la fermer. Elle a fini de causer. Elle appelle Eldmia, lui disant qu'il est temps d'en finir. Les bandits commencent à paniquer, hurlant de barricader les portes et fenêtres. Ils captent qu'elle n'est pas venue seule. Cheryl se contente de ricene. Elle dit à Eldmia de se manier. Elle commence déjà à s'ennuyer. Un bandit lève la tête et son cœur s'arrête. Tout là-haut dans les poutres, un Eldmia encapuchonné est perché comme un prédateur, l'aura bleu irradiant de ses yeux. La panique s'installe alors que le bandit réalise exactement à qui ils ont affaire. C'est trop tard. Eldmia tombe du plafond comme un météore, sa lame déjà dégainée et luisante d'une énergie mortelle. Les bandits tentent de riposter, pointant et hurlant, mais ils sont complètement hors de leur ligue. C'est un vrai massacre. Eldmia bouge comme un flou, les découpant avec une efficacité sans pitié. Le « chien fou » est officiellement dans la place. Les yeux d'Eldmia brillent pratiquement en bleu sous sa capuche. Il est complètement dans sa zone. Un type pense qu'il peut le prendre par surprise, hurlant comme un pur taré. Très mauvaise idée. Eldmia plante son pied, se préparant à lancer son prochain coup. L'aura bleue s'embrase alors qu'il décoche un énorme coup de pied en pleine mâchoire du mec. Ce gars-là ne va clairement pas se relever. Il ne prend même pas le temps d'admirer son œuvre. Il est déjà passé à la cible suivante. Le sang gicle alors qu'Eldmia tranche une autre racaille comme du beurre. Le gamin est absolument mortel. C'est un bordel monstre dans la cabane. La majeure partie de l'équipe est déjà à terre, et les survivants pètent les plombs. Cheryl garde son épée sous la gorge du boss des bandits pendant qu'Eldmia se tient au milieu du carnage, n'en ayant rien à foutre du sang sur le sol. Le boss est réduit à l'état de larve pleurnicharde maintenant, tombant à genoux et implorant qu'on l'épargne. Il propose jusqu'à la dernière pièce qu'ils ont volée, croyant que l'argent peut le sortir de cette merde. Eldmia rejette sa capuche en arrière, lui disant qu'il ne vaut même pas la peine de se salir les mains pour le tuer. C'est glacial. Il dit au mec qu'il le garde en vie juste comme preuve pour la guilde que le boulot est fait. Le boss pense qu'il s'en tire bien. Mais Eldmia a d'autres projets. Il serre les poings, jurant de faire rentrer dans le corps de ce type une leçon qu'il n'oubliera jamais. Il fonce en avant avec un regard terrifiant. Il veut s'assurer que ce mec se souviendra du nom d'Eldmia Ega pour le reste de sa misérable vie. À l'extérieur de la planque, le silence de la forêt est brisé par les hurlements d'agonie du bandit. C'est une fin brutale pour cette bande. Changement de décor vers la guilde des aventuriers animés de la capitale royale. Les choses ont l'air carrément plus haut de gamme ici. La réceptionniste a le sourire jusqu'aux oreilles en confirmant que la quête de suppression a été un franc succès. Beau boulot. Elle tend à Eldmia un lourd sac contenant la prime. Il le prend avec un sourire de satisfaction, voyant enfin la récompense de tous ses entraînements. Eldmia est prêt à plier bagages, mais il voit que Cheryl est déjà en train de scanner le prochain tableau des quêtes. Le charbonnage ne s'arrête jamais. Il lui rappelle qu'elle est censée être à l'académie demain, mais elle lui sort que les vacances commencent officiellement maintenant. Donc, encore plus de quêtes au programme. Il jette un œil à la quête qu'elle a dénichée. C'est encore un job sur des bandits, mais l'échelle est d'un tout autre niveau. Cheryl explique que c'est une opération massive près d'un vignoble à l'ouest, nécessitant une petite armée de 60 aventuriers pour le coup. Eldmia lui demande si son daron, le seigneur Ekaf, va être d'accord avec ça. Elle sourit juste et dit qu'elle a une idée de génie pour le gérer. On a un petit aperçu de son plan. Elle va basiquement dire à Ekaf que s'il dit non, elle fera le mur et le suivra de toute façon sur le champ de bataille. Ça marche à tous les coups. Alors qu'il s'éloigne, Eldmia sent des yeux posés sur lui et jette un coup d'œil vers les hautes fenêtres de la guilde. Quelqu'un les observe. Dans son bureau, le maître de la guilde observe effectivement le « rookie » avec une expression très intéressée. Il prend des notes. Il dit à son compagnon qu'Eldmia est sorti de nulle part il y a 1 an et a gravi les échelons comme une comète. Il note que peu importe qui le gamin affronte, il les écrase sans la moindre trace de pitié. Domination totale. C'est à cause de cette froide efficacité que les gens de la capitale ont commencé à l'appeler le « chien fou ». Un blaze qui lui va comme un gant. La personne mystérieuse sous la cape écoute en silence, évaluant à quel point ce gamin pourrait réellement être dangereux. Eldmia se contente de ricaner de ce nouveau surnom. Il s'entape de comment on l'appelle tant qu'il obtient des résultats. 2 jours plus tard, ils sont dans un vignoble à la périphérie de la ville où une immense foule d'aventuriers s'est rassemblée. Eldmia jette un œil à la mer de mercenaires, se demandant lequel de ces mecs est vraiment celui qui aligne les billets. Cheryl pointe du doigt le noble grincheux, assis un peu plus loin. C'est le baron Papaera, un type qui aurait acheté son titre avec du pognon. Eldmia n'est pas impressionné. Acheter un titre, c'est généralement un énorme signal d'alarme pour quelqu'un qui n'a ni tripes ni compétences. Un représentant à grande gueule du baron s'avance, hurlant à tout le monde de l'écouter parce que c'est l'heure de commencer. Il pointe vers la forêt dense de l'autre côté d'un vaste champ ouvert, affirmant que c'est là que les 20 bandits se terrent. Le « plan de génie » qu'il explique consiste juste à former une ligne et à charger tous ensemble à travers le champ. Eldmia et Cheryl sont choqués. Eldmia fixe le type comme s'il avait 2 têtes. Il se demande si ce mec est vraiment sérieux. Il regarde le champ ouvert. Il n'y a 0 couverture.
Charger à travers cet espace est fondamentalement une condamnation à mort pour quiconque est en ligne. Les autres aventuriers commencent déjà à râler, hurlant et demandant si le baron essaie de tous les faire tuer. Cheryl chuchote à Eldmia que tout ça pue à planer. Il hoche la tête. Ce n'est pas une mission, c'est un putain de piège. Le baron Papaera reste juste assis là, les bras croisés, regardant tout le monde de haut. Ce mec mijote carrément un truc. Le représentant du client commence à agiter les mains, essayant de calmer la foule en colère. Il prétend que la charge suicide n'était qu'une suggestion, pas un ordre absolu. Il mentionne que le baron veut simplement écraser les bandits le plus vite possible. Ouais, bien sûr. Tout le monde sait que confondre vitesse et précipitation, c'est la merde assurée. Puis il lâche l'appât. Il dit que le baron a une proposition spéciale pour toutes les personnes présentes afin que ça vaille le coup. 5 pièces d'argent supplémentaires pour quiconque chargera, courageusement, en premier. C'est un pot de vin flagrant pour pousser les mecs à servir de boucliers humains. Ça marche. Quelqu'un resserre la main sur son épée. L'avidité est un puissant moteur, même quand le risque, c'est de finir 6 pieds sous terre. Un paquet d'aventuriers moins expérimentés commence à acclamer, brandissant leurs lames en l'air. Ils sont prêts à se jeter dans la gueule du loup pour une poignée de pièces d'argent. Le représentant du client affiche un sourire dégoûtant et béat. Il sait qu'il vient de brader la vie de ces mecs en promotion. Eldmia en a assez vu. Il capte exactement à quel genre de jeu on joue ici, et il n'a aucune envie d'être un pion. Il s'étire les bras derrière la tête, disant nonchalamment au type que puisque c'est optionnel, Cheryl et lui vont faire leur truc de leur côté. La mâchoire du représentant se décroche presque de surprise. Eldmia lui lance un regard perçant et complice, demandant s'il y a un vrai problème à ce qu'ils agissent de façon indépendante. Il appelle le bluff du type. Le gars commence à pisser des gouttes, bafouillant un rire nerveux. Il ne s'attendait clairement pas à ce que quiconque ait les tripes de refuser une paix aussi généreuse. Il a l'air sur le point de faire une crise de panique. Il n'arrête pas de jeter des regards vers le baron, désespéré d'obtenir une sorte de signal. Le baron ne bouge pas d'un cheveu, assis sur sa souche pendant que ses gardes persos se tiennent prêts. C'est lui qui tire toutes les ficelles. Finalement, le baron lance un léger regard glacial, signalant silencieusement de laisser partir les gosses. Ils ne valent pas le coup de faire un scandale public. Le représentant du client rebascule direct dans son rôle faussement amical, leur disant que c'est tout à fait normal qu'ils partent de leur côté. Eldmia et Cheryl ne perdent pas de temps, tournant le dos au camp et se dirigeant vers la lisière dense de la forêt. Une fois loin du groupe, Cheryl confirme ce qu'ils savent déjà tous les deux. Cette charge était un piège flagrant. Eldmia hoche la tête. Les yeux d'Eldmia se plissent de suspicion. Il sait que le baron prépare un coup monté, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi il sacrifierait autant de gens pour quelques bandits. Cheryl regarde droit devant dans les broussailles, sa voix tombant dans un ton sombre et grave alors qu'elle pèse les conséquences du plan du baron. Elle le dit à haute voix. S'ils ne font rien pour intervenir, chacun de ces aventuriers va crever sur le champ de bataille aujourd'hui.